Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Bada de notre série. Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Bada au centre duquel se posent un certain nombre de questions sur le journalisme, son histoire et son présent, et pour lequel je reçois Jacques Transo. Jacques Transo, bonjour. Bonjour. Je vous reçois maintenant pour notre deuxième entretien, qualité de cofondateur de Médiacité, cofondateur avec d'anciens collègues du groupe Express que vous avez quitté quand Patrick Drahi, qui est aussi patron de SFR, leur a donné l'idée que l'air serait meilleur à respirer loin de lui, loin de ce qu'il était en train de mettre en place. Est-ce que d'ailleurs, depuis vous avez l'impression que vous avez pris la bonne décision à ce moment-là ? J'ai pris du grand air. Bon. Et j'ai l'impression d'avoir rajeuni. Et entre-temps, Patrick Drahi a vendu, le groupe L'Express, a même démembré le groupe L'Express. Ce n'est pas l'objet de notre entretien, mais ça mériterait une émission à part entière. Comment un homme des télécommunications a détruit un superbe groupe de presse dans lequel vous avez d'ailleurs évolué. Dans lequel j'ai débuté, oui. J'ai débuté grâce à Jean-François Revel, qui à l'époque dirigeait ce journal. Mais foin de ma carrière, parlons plutôt de la vôtre et plus précisément de la fondation de Médiacité. Donc au départ, Médiacité, et c'est encore le cas aujourd'hui, un média en ligne et uniquement en ligne, qui ne vit que des contributions comme nous, nous on a quelques petits sponsors quand même, il faut être honnête, que des contributions de ses lecteurs et qui s'est attaché... Qu'est-ce qu'on peut dire à la province ? Non, c'est pas bien. Aux grandes métropoles. Alors, on a plus le droit de dire province. Voilà, donc on dit aux régions, au pluriel, voilà, pour éviter le terme province. Mais en fait, vous avez commencé par Lille, qui est votre ville presque de naissance, d'origine. Et d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à choisir Lille et qu'est-ce que vous avez décidé d'y chercher ? Alors, je vais vous répondre, et j'ai plaisir à parler de Médiacité parce que ça occupe mes jours et mes nuits, pourrais-je dire. Mais j'ai aussi plaisir à parler de journalisme parce que derrière l'initiative que nous avons prise avec certains collègues de l'Express, il y a quand même un enjeu autour du fonctionnement ou du dysfonctionnement médiatique en France. Donc, l'aventure commence en 2016, effectivement, alors que Patrick Drahi rachète le groupe L'Express. Très rapidement, on se rend compte que sa stratégie en matière de presse est, on va dire, maigrelette. Et donc, on a cette chance, quand on est journaliste, de pouvoir lever la main, donc de démissionner en étant couvert, malgré tout, par l'assurance chômage. Assurance chômage qui nous enhardit et qui nous fait nous lancer dans cette aventure. Pourquoi ? On est des journalistes. À l'Express, on faisait déjà ce qu'on appelle des éditions locales, c'est-à-dire on enquêtait déjà en région pour produire ces fameuses éditions locales, donc ces détachements en quelque sorte, ces cahiers régionaux qui étaient agrafés au cœur de l'Express et on partait à la conquête de nouveaux lecteurs en kiosque grâce à ces éditions locales. Donc on a le goût de l'enquête, on a le goût des régions et on a envie de défendre notre compétence, ce qu'on sait faire. Et on a surtout le constat, on dresse surtout le constat qu'il manque d'enquête en région, car la plupart des médias présents en dehors de Paris se partagent le territoire, sont dans une situation de quasi-monopole, de Yalta territoriale, ne m'embête pas chez moi, je ne t'embête pas chez toi, et sont peu à peu amenés à devenir des accompagnateurs d'un territoire, voire des emblèmes d'un territoire, et valorisent les belles et les bonnes initiatives prises par les collectivités locales, par les entrepreneurs locaux, par les associations. Ce qui est un service, qui est une forme de journalisme, mais qui ne suffit pas à remplir la palette journalistique. Il manque cruellement d'enquête, il manque cruellement d'investigation, et c'est sur cette base que nous sommes lancés. Avec, vous l'avez dit, une approche par métropole, on a étraîné le concept à Lille, puis nous avons dupliqué à Lyon, puis Toulouse, puis Nantes.
Actuellement, nous sommes scotchés à 4 métropoles, faute de finances, mais l'idée initiale était d'être présente dans toutes les grandes villes pour commencer et d'apporter à la fois de l'enquête et aussi de l'émulation journalistique. Car quand il y a un peu de concurrence, quand il y a un peu de pluralisme, tout le monde se repositionne. Et donc tout le monde s'enhardit. Car le problème de certains confrères ou de certaines consoeurs, quand il ou elle travaille dans un grand titre de presse local, eh ben ils ou elles ont construit leur vie, ont des enfants, n'ont pas beaucoup d'autres employeurs potentiels, et donc finissent par opter pour le moindre risque. Et donc ne s'enhardissent pas, ne proposent pas des sujets qui pourraient éventuellement être la source d'ennui. Tout ça pour dire que Médiacité, je pense, a une utilité démocratique profonde, joue un rôle de contre-pouvoir, non pas de pouvoir. Je ne considère pas que la presse est un quatrième pouvoir, mais doit jouer un rôle de contre-pouvoir. Et on le fait donc sur la base du meilleur modèle qui soit, l'abonnement. Nous n'avons zéro publicité. Et nous n'avons de compte à rendre à personne, si ce n'est à nos lecteurs. Nous sommes propriétaires d'encore plus de 50% du capital, nous autres, les journalistes fondateurs de Médiacité, et l'histoire dure maintenant depuis 7 ans. Cette émulation dans la recherche d'informations qui peuvent être à l'origine de soucis pour les autorités ou les entreprises, etc. Dans les 4 métropoles où vous êtes implantés, vous en avez constaté les effets ou vous pensez que ça n'est pas encore arrivé ? Alors, on en a constaté les effets dans certains journaux qui sont encore en position suffisamment forte pour pouvoir oser des investigations. Ça repose beaucoup aussi sur des personnalités. Donc des confrères, des consoeurs qui sont plus audacieux que d'autres. Cela étant, le constat, c'est que beaucoup de journaux dits de PQR, donc de presse quotidienne régionale, sont en grande difficulté, notamment en raison du coût du papier, qui a doublé en l'espace de 3 ans, en raison du coût de l'énergie, en raison de la baisse de la diffusion, puisqu'ils n'arrivent pas à renouveler leur lectorat, et donc aucun modèle économique n'est trouvé, si ce n'est de faire autre chose que du journalisme. Et donc vous avez de plus en plus de journaux qui vivent d'autre chose que du journalisme. Alors vous allez me dire, de quoi ? Eh bien, ils vivent de spectacles. Ils deviennent organisateurs de spectacles. Ils vivent évidemment de la publicité, même si elle décline elle aussi. Ils vivent des annonces légales et judiciaires. Ils vivent de tirés à part. Ils vivent de partenariats. Ils vivent de brand content, etc., etc., etc. Et donc, tout ce qui n'incite nullement à mener des investigations et à proposer des enquêtes. Voilà. Donc on va illustrer. Je crois que ce sera plus simple. Récemment, donc, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Lille et la métropole européenne de Lille a été une collectivité hôte pour 5 matchs de cette Coupe du Monde. À l'occasion d'un conseil communautaire, le président de la métropole européenne de Lille a annoncé fièrement que les retombées économiques étaient évaluées à 20 millions par match, 20 millions d'euros par match, soit 100 millions d'euros de retombées économiques. Ce que nous avons fait en bon réflexe journalistique, c'est d'essayer de sourcer d'où venait ce chiffre, sur quoi reposait-il, et on a publié un article pour dire qu'il ne reposait sur rien. Ce travail est nécessaire, de décortiquage et de démontage des propos. Ce travail n'a été et n'aurait été fait par personne d'autre, car aucun autre rédacteur en chef, je pense, je l'assume, ça ne fera pas plaisir à tout le monde, aurait lancé un journaliste sur cet angle-là, de peur de se mettre à mal avec une source, le président de la principale collectivité qui gère quand même un budget de 2 milliards, collectivité qui publie des publi-reportages, qui publie de la publicité, qui publie des offres légales et judiciaires, et source d'informations. Donc si on est en difficulté avec une collectivité de cette taille, c'est compliqué pour avoir des informations. D'ailleurs, on peut, nous, Médiacité, en témoigner parce qu'on est censuré depuis maintenant presque 6 ans.
pour avoir sorti des affaires au sujet du comportement, on va dire, erratique de ce président de collectivité qui a confondu ses dépenses personnelles avec les dépenses de la collectivité. Mais c'est un autre sujet. Donc, quand vous dites censurer, vous voulez dire que vous n'êtes invité nulle part, vous n'êtes pas considéré comme un média fréquentable. Ben, ça va plus loin que ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous ne sommes invités à aucune conférence de presse, nous ne recevons aucun communiqué de presse, on ne répond à aucune question, fût-elle technique, et simplement technique. Mais ça va plus loin. La collectivité a supprimé tout abonnement à Médiacité. La collectivité, donc on en a gardé un pour le cabinet, mais la collectivité ne met jamais une enquête de Médiacité dans la revue de presse qu'il distribue à ses agents. Le président, puisque tout ça m'est rapporté, se moque de Médiacité lorsqu'il tient une conférence de presse en disant « Ah, dommage, j'ai encore oublié d'inviter Médiacité », et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez par cet exemple, qui n'est pas le seul, que on vit dans un monde très corseté, un monde, j'appelle ça volontiers, à faible intensité démocratique. C'est-à-dire que le président d'une collectivité publique qui censure depuis presque 6 ans un média, car le média n'est pas docile, vous comprenez bien que ça pose un problème de fond. Il a le droit de le faire, légalement. Moralement, il n'a pas le droit de le faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas des alliés possibles ? Je pense par exemple, là vous parlez de ceux qui vivent partiellement, je parle de la presse, ceux que vous venez d'énoncer, ceux qui vivent des publi-reportages commandés par la métropole ou par la municipalité dans d'autres cas, ceux qui vivent des annonces légales qui peuvent être passées dans tel ou tel journal, mais au milieu de tout ça, il y a le service public, il y a Radio France, il y a France Bleu. Eux, ils ne dépendent pour pas un sou de ce pouvoir local. Alors là, je peux vous répondre différemment selon que je suis confraternel ou pas. Mais je vais être franc. Je pense que le service public pourrait faire beaucoup mieux avec les moyens dont il dispose. Je vais vous donner là encore un exemple. Quand on s'est lancé, je me souviens d'avoir fait la tournée des rédacteurs en chef des France 3 régions, en leur disant, voilà, Médiacité se lance, notre créneau c'est l'enquête, il y a peut-être un intérêt à partager les enquêtes, ou est-ce que vous repreniez en accès libre nos enquêtes ? Nous, ça nous servira pour la notoriété, et vous, ça élargira votre ligne éditoriale. Nous avons été très bien reçus, avec l'argument, votre arrivée est salutaire, nous n'avons plus le temps d'enquêter. Voilà. Et nous n'avons plus le temps d'enquêter car nous n'avons plus les moyens suffisants pour enquêter. Ceci est sans doute vrai, en partie, mais également faux, car vu la distorsion de moyens entre Médiacité et ce qui reste des France 3 régions, ils avaient largement de quoi enquêter. C'est une question d'organisation, de volonté. Et donc, ce n'est pas uniquement une question de moyens. C'est pour ça que je me permets d'être dur. C'est-à-dire que le service public, heureusement qu'il est là, mais il ne suffit pas. Et surtout, la façon dont beaucoup de médias de service public sont organisés est critiquable parce qu'il y a une sorte de gâchis. Et rencontrer des confrères et des consoeurs du service public, de la presse, des médias, et vous verrez beaucoup de mal-être, beaucoup de remise en cause du sens du métier, et en creux, donc, ça signifie bien que le service public des médias, et donc France Bleu, France Inter, France 3, pourrait donner bien mieux si, je pense, il était organisé différemment. Il y a quand même beaucoup d'armées mexicaines, il y a quand même beaucoup de fonctionnalisation, j'ose le mot, tant pis, de fonctionnalisation par faute de RH, par faute de ressources, de politique des ressources humaines adéquates. Mais on vous a bien reçu, mais on vous a dit les enquêtes, d'accord, faites-les parce que nous on les fera pas. Mais quand vous les avez faites, on vous a reçu pour en donner le contenu et pour les raconter à votre tour ou non ? Alors, c'est très variable en fonction de la personnalité des rédacteurs en chef. Ça s'est fait un peu au début, ça s'est étiolé. Et
je pense que travailler intelligemment pour la connaissance du public entre un média comme Médiacité et un média de service public, on pourrait faire beaucoup mieux. Et le constat, c'est que ça ne s'est pas produit autant qu'on aurait pu le faire. Voilà. Alors, vous enquêtez aussi bien sur ceux qui gèrent les affaires publiques que sur le comportement de grands chefs d'entreprise et d'entreprises. Dans le premier cas, vous vous heurtez à des exemples comme celui que vous avez donné à propos de la métropole européenne de Lille. Dans le deuxième cas, vous vous heurtez à la judiciarisation de la communication et de la réplique au journalisme. Comment ça se présente et où est-ce qu'on en est sur ce plan-là ? Alors, la judiciarisation se pose à nous pour la sphère privée comme publique. On en est à 20 procès depuis l'origine, donc nous avons 7 ans. Les procès sont essentiellement des procès pour diffamation. Ils concernent beaucoup d'élus locaux qui sont vexés par les publications qu'on a pu faire à leur égard, ou des chefs d'entreprise qui estiment que là encore on est soit dans la diffamation, soit on est dans le préjudice réputationnel. C'est-à-dire que dès qu'on dit quelque chose de négatif sur une entreprise, on pourrait nous retorquer, et on nous rétorque régulièrement, le préjudice réputationnel. Donc ça se traite en justice, c'est long, c'est coûteux, et quand on gagne, on perd. Je m'explique, quand on gagne en justice, car on a gagné l'essentiel, on a gagné tous nos procès sauf un à ce jour. Je pourrais rentrer dans le détail d'ailleurs sur la raison pourquoi on l'a perdu celui-là. Elle est assez signifiante. Quand on gagne, on perd financièrement parlant, car le droit de la presse est un droit pénal, et en droit pénal, les dommages et intérêts sont très rarement obtenus, contrairement au droit civil. Donc la fameuse article 800-2 en droit civil et 700-2 n'est pas aussi automatique en droit pénal. Donc en cumul, on doit être à peu près à 50 000, un peu plus de 50 000 euros de dépenses rien que en frais juridiques pour un média qui réalise à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc ce n'est pas anodin, loin de là. Le procès perdu, c'est assez simple, c'est une erreur. Donc je reconnais. Nous avons voulu illustrer un article avec un constat d'huissier prouvant que un monsieur utilisait indûment un véhicule de fonction à des fins personnelles. Et dans le constat d'huissier, son adresse était indiquée, son adresse privée. Et nous avons oublié de la biffer. Donc nous avons été condamnés pour atteinte à la vie privée. Toutes les autres imputations sur ce monsieur qui utilisait l'argent, en l'occurrence d'un comité d'entreprise à des fins personnelles, qui a réalisé des voyages sur la comptabilité du comité d'entreprise, voyage aux États-Unis avec sa famille, location d'hôtels, de voitures 4x4, tout ça n'a pas été attaqué. Car c'était vrai, et son avocat a trouvé l'astuce pour nous attaquer. Donc la condamnation est faible, au sens 1 000 euros pour préjudice, atteinte à la vie privée, plus 1 500 euros de frais d'avocat. Donc 2 500 euros, c'est notre seule condamnation à ce jour pour ce que je trouve être un détail, d'autant plus qu'on peut trouver l'adresse de cette personne en tapant sur les pages blanches sans aucune difficulté. Venons-en précisément à la situation financière qui est celle de Médiacité. Vous l'avez dit, pas de publicité, uniquement les abonnés. Et je vois passer régulièrement sur Internet un appel à davantage d'abonnés. Cet appel semble en général d'ailleurs plutôt suivi d'effet, mais est-ce qu'il l'est au point que ça vous permette de regarder l'avenir avec confiance ? Alors, je regarde toujours l'avenir avec confiance, car je suis d'un naturel optimiste, même si j'ai un esprit critique assez développé, donc je suis un sceptique enthousiaste. Cela étant, c'est un combat constant, et certaines bonnes âmes n'hésitent pas à qualifier Médiacité de mendicité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on tend sans arrêt la sébille pour essayer de boucler nos exercices. Le nombre d'abonnés que nous étions fixés à l'origine était de 2000 abonnés par ville. 2000 abonnés par ville, je pense que vos auditeurs diront, ce n'est pas énorme.
Eh bien, 7 ans plus tard, nous n'y sommes toujours pas. Nous sommes à peu près à 1500 abonnés par ville. Donc il nous reste un dernier effort à honorer. C'est complexe parce que personne n'a envie de payer alors que nous sommes déjà inondés d'informations gratuites. Et notre difficulté est d'essayer de prouver par l'exemple que s'abonner à 69 € par an pour avoir une information différente, 100% indépendante des investigations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, ça a de la valeur, ça a cette valeur, 69 € par an. Ce calcul n'a pas été assez convaincant pour un public suffisamment large. Donc je pense que ça touche. Bon, forcément, il faut s'interroger sur ce qu'on publie, sur l'intérêt et la pertinence de ce qu'on publie, mais aussi, il faut s'interroger sur une sorte de scepticisme et de résignation du public par rapport à l'investigation et à la force de l'investigation. Il faut aussi s'interroger sur ce qu'on appelle de plus en plus la fatigue informationnelle. C'est-à-dire qu'on constate, ça a été étalonné par la Fondation Jean Jaurès. Oui, je sais, j'en ai parlé, j'ai vraiment mis en doute cette autoproclamation des fatigués. Tout le monde est fatigué, il n'y a rien de plus agréable que de se déclarer fatigué, mais je trouve que l'idée de la fatigue informationnelle est quand même une facilité que beaucoup se donnent. Et pardonnez-moi, mais je trouve qu'il y a peut-être plutôt dans cette difficulté, même si on voit bien que vous êtes estimé, que vous arrivez quand même à récupérer à la suite de vos campagnes davantage d'abonnés, pas suffisamment encore, mais on peut espérer que ça vienne. Il me semble qu'il y a un phénomène français auquel vous n'avez pas prêté suffisamment attention, qui est résumé dans l'adage fameux « qu'il n'est bon bec que de Paris ». Je crains, et c'était ce qui a fait la fortune de l'Express où nous avons travaillé l'un et l'autre, c'était de vendre à la province le fait qu'elle était parisienne. Ça se faisait à travers les pages de Madame Express, comme ça se faisait à travers la façon de raconter la politique aux uns et aux autres. Et là, il me semble que, au fond, le président de la communauté européenne de Lille, de la métropole européenne de Lille dont vous avez parlé, personne ne sait qui c'est. On ne sait même pas son nom. De Lille, on ne connaît que Martine Aubry, et avant, on ne connaissait que Pierre Mauroy. La maire de Nantes, de temps en temps, elle fait parler d'elle, mais il faut vraiment qu'elle fasse un nombre d'excentricités toutes particulières pour qu'on parle d'elle. Il y a quelque chose, me semble-t-il, qui mériterait d'être pris en considération. Alors, peut-être d'ailleurs de faire Médiacité Paris. Alors, deux points. Sur la fatigue informationnelle, derrière la fatigue, il y a l'évitement informationnel. Et ça, je peux témoigner du nombre croissant de personnes qui disent « j'ai coupé la radio, j'ai coupé la télévision, je ne lis plus les journaux ». Et parfois, de gens dont on peut estimer que ça fait partie de leur métier, de s'informer. Donc, il y a, je pense, quand même un souci par rapport à la façon dont on s'informe ou dont on refuse de s'informer. Sur le deuxième point, notre conviction, c'est que il y a des bonbons becs en région. C'est-à-dire qu'on peut partir du local pour imaginer des solutions nationales, voire internationales. Et qu'on est en train de renverser la façon dont on appréhende les choses. Et donc le top-down n'a plus autant de pertinence, à notre sens, que de partir du local pour trouver des solutions au monde, et de partir d'initiatives locales. Et même si une partie de la classe politique est peu connue, et même si on tourne le dos à la starification, nous autres à Médiacité, on prend aussi appui sur des initiatives locales pour pouvoir peser sur les débats nationaux. Et ça me semble vertueux. Voilà. Donc tous les thèmes comme l'artificialisation des sols, les thèmes de la pollution industrielle, les thèmes de... Qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple, partent du terrain et peuvent trouver une signification au niveau local plus que l'inverse. Bien, j'espère que c'est vous qui avez raison et pas moi. Jacques Transo, je vous remercie de cette deuxième conversation. Nous allons nous retrouver pour
une conversation sur un sujet plus général que celui de la presse indépendante. Mais en attendant, je donne rendez-vous à nos auditeurs dimanche et je leur propose de nous retrouver mercredi prochain.